Le manque et l'ego. Comprendre la tension qui façonne notre identité. Quand l'expérience devient sensation de vide. Le manque n'est pas seulement une absence, c'est une sensation, une tension intérieure, un léger pas assez. Parfois, tout semble aller normalement. La vie avance, les choses se font. Et pourtant, quelque chose reste légèrement tendu à l'intérieur, comme si une petite voix murmurait « Ce n'est pas encore suffisant ». Le manque naît souvent dans un écart entre ce que nous espérons et ce que la vie renvoie, entre ce que nous voudrions être et l'image que nous avons de nous-mêmes. Il peut être discret, diffus, mais il agit. Il influence les choix, oriente les efforts, colore les regards. Parfois, il pousse à grandir. Parfois, il enferme. Tout dépend de la manière dont il est vécu. Le manque identitaire, je ne suis pas assez. Voici le manque le plus sensible. Il ne concerne plus seulement une situation, il touche l'identité. Une phrase intérieure apparaît. Je ne suis pas assez compétent. Je ne suis pas assez aimé. Je ne suis pas à la hauteur. Une critique devient confirmation. Un échec devient preuve. Une comparaison devient verdict. Peu à peu, une conclusion silencieuse s'installe. Il me manque quelque chose. Alors, l'effort change de nature. On ne cherche plus seulement à progresser, on cherche à se réparer. Réussir pour se rassurer. Plaire pour exister. Prouver pour ne plus douter. Mais même lorsque l'objectif est atteint, le manque revient, parce qu'il ne concerne pas l'action, il concerne l'image de soi. Tant que l'image reste confondue avec ce que nous sommes, le manque identitaire continue d'agir, souvent en silence, mais avec beaucoup de force. Le manque dynamique, un élan qui cherche à naître. Il existe un autre manque, plus subtil, plus vivant. Il ne dit pas « je ne suis pas assez ». Il dit plutôt « quelque chose en moi cherche à exister ». Un talent inexprimé, une parole retenue, une direction encore ignorée. Ce manque ne dévalorise pas, il met en mouvement. Lorsqu'il est ignoré, il devient frustration. Lorsqu'il est écouté, il devient orientation. Dans un cas, il enferme, dans l'autre, il ouvre. Frustration, obsession et compensation. Lorsque le manque n'est pas reconnu, il cherche une issue. Alors il se transforme, parfois en obsession. Toujours plus, toujours mieux, toujours ailleurs. Parfois en compensation, se montrer pour masquer l'insécurité. Contrôler pour apaiser la peur. Accumuler pour éviter le vide. Si l'écart entre ce que l'on espère
et ce que la réalité renvoie est vécu comme une atteinte à l'identité, la tension s'installe. Le corps se contracte, le mental s'agite, l'ego se défend, le manque devient lutte, et la lutte fatigue. Manque et comparaison, le piège subtil. La comparaison nourrit le manque. Voir les autres réussir peut inspirer, mais parfois aussi fragiliser. Une question apparaît. Suis-je assez? Suis-je en retard? Suis-je à la hauteur? Peu à peu, une hiérarchie invisible s'installe. La valeur dépend du regard extérieur. La réussite d'autrui devient une menace. Le miroir devient inconfortable. La comparaison n'est pourtant pas forcément un problème. Elle peut orienter, stimuler. Mais lorsqu'elle devient le principal critère de valeur, elle enferme. Quand le manque devient moteur de croissance. Le manque n'est pas un ennemi en soi. Lorsqu'il est vu, il peut changer de nature. Une frustration peut révéler un potentiel. Un inconfort peut indiquer une évolution. Une insatisfaction peut signaler un élan. Parfois, ce qui semblait être un défaut n'est qu'une direction encore ignorée. Lorsqu'il n'est plus confondu avec l'identité, le manque devient une information. Il cesse d'être un trou à combler, il devient une orientation. On ne cherche plus à réparer, on commence à se déployer. À ce moment-là, l'attention commence à se transformer. La comparaison. Mesurer sa valeur dans le regard des autres. La comparaison est naturelle. Se comparer, c'est se situer. Observer un écart. Évaluer une progression. Dans certains moments, elle peut même être utile. Voir quelqu'un avancer peut inspirer. Montrer une direction. Révéler une possibilité. Mais la comparaison ne reste pas neutre longtemps. Peu à peu, elle glisse. De l'observation à l'interprétation. Du constat à l'identité. Et lorsque la valeur personnelle commence à dépendre du regard extérieur, la tension apparaît. Se situer dans le grand cercle. Nous évoluons dans un monde de relations et de trajectoires visibles. Dans ce grand cercle social, chacun cherche naturellement une place. Parfois, une simple conversation suffit. Quelqu'un raconte son projet, sa réussite, son chemin. Et une question surgit presque malgré nous. Suis-je à la hauteur, en avance, en retard? La comparaison peut orienter, ajuster, stimuler. Mais lorsqu'elle devient permanente, elle installe une vigilance constante. Chaque interaction devient mesure. Chaque réussite devient miroir. Et peu à peu, la valeur intérieure se déplace vers l'extérieur. Comparaison consciente vs comparaison inconsciente. Il existe une comparaison lucide.
Elle constate une différence. Elle aspire à un ajustement. Elle informe sans attaquer l'identité. Mais il existe aussi une comparaison plus silencieuse, automatique, presque invisible. Elle murmure « Tu devrais être plus loin. Tu n'es pas au niveau. » Elle ne cherche plus à apprendre. Elle cherche à mesurer la valeur. Et lorsque cette voix devient un réflexe, elle nourrit le manque identitaire. Quand la réussite des autres devient une menace. La réussite d'autrui peut éveiller l'inspiration, mais elle peut aussi provoquer une contraction. Un moment presque imperceptible. Pourquoi lui et pas moi? Qu'a-t-il de plus? Qu'est-ce qui me manque? Ce moment est révélateur. Ce n'est pas la réussite de l'autre qui fait souffrir, c'est l'interprétation que nous en faisons. Si la valeur personnelle dépend de la comparaison, alors la réussite des autres devient une menace. Elle met en lumière un écart, elle réactive un doute, elle alimente un récit intérieur. La jalousie, parfois, n'est qu'un manque identitaire exposé. La course invisible. Lorsque la comparaison devient centrale, une course s'installe. Une course souvent silencieuse, invisible, intérieure, toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. On avance, mais jamais assez. Un objectif est atteint, et presque aussitôt, un autre apparaît. La satisfaction devient fragile, conditionnelle, temporaire. La course ne s'arrête pas, parce qu'elle ne concerne pas l'accomplissement réel. Elle concerne l'image. Et tant que l'image doit être validée, la comparaison alimente l'attention. À ce stade, le manque et l'ego commencent à se renforcer mutuellement. L'identité devient alors un terrain de lutte. L'ego, interface nécessaire, mais fragile. On parle souvent de l'ego comme d'un problème. En réalité, c'est une fonction. Il permet de se situer, de répondre, d'agir dans le monde. Sans ego, il serait difficile d'interagir, d'affirmer une position, de prendre une décision. L'ego est une interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le problème n'est donc pas son existence. Il apparaît lorsqu'il se rigidifie. L'ego comme mécanisme d'adaptation. Très tôt, l'ego apprend. Il observe les réactions autour de lui. Il ajuste le comportement. Sourire pour être aimé. Se taire pour éviter un conflit. Réussir pour être valorisé. C'est une forme d'intelligence et d'adaptation. L'ego cherche la sécurité, la reconnaissance, une place stable dans le grand cercle. Il construit une image cohérente de moi, un rôle compréhensible, une continuité. Cette adaptation est nécessaire. Elle permet de survivre,
de s'intégrer, de fonctionner. L'ego comme construction progressive. L'ego ne naît pas d'un seul bloc. Il se construit couche après couche. Une réaction répétée devient un trait. Une stratégie efficace devient une habitude. Une protection devient une identité. Je suis fort. Je suis sensible. Je suis indépendant. Je suis discret. Peu à peu, ces descriptions deviennent des certitudes. L'image se stabilise. Et plus elle se stabilise, plus elle devient difficile à questionner. Quand l'ego se rigidifie. La difficulté commence ici. Lorsque l'image ne supporte plus la variation, une critique devient une attaque. Un désaccord devient une menace. Un échec devient une remise en cause totale. L'ego défend son récit, protège son territoire, résiste au changement. Et souvent, plus il se sent fragile, plus il se durcit. Cette rigidité crée de la tension, parce que la vie, elle, continue de bouger. Peur, jugement et besoin de contrôle. La peur nourrit l'ego. Peur de ne pas être reconnu. Peur de perdre une place. Peur de ne pas être suffisant. Pour se protéger, l'ego contrôle. Il anticipe. Il surveille. Il planifie. Le jugement apparaît alors. Des autres, pour se rassurer. De soi, pour maintenir l'image. Le contrôle donne une impression de stabilité, mais il fatigue. Il installe une vigilance permanente. L'illusion de la séparation. Lorsque l'ego se rigidifie, une idée s'installe. Moi contre le monde. Je dois prouver. Je dois me défendre. Je dois préserver mon image. Cette séparation alimente le conflit. Intérieur et extérieur deviennent opposés. Pourtant, l'ego n'est qu'un point de contact, un outil, une interface. Il n'est pas l'essence de l'être. Lorsque cela commence à être perçu, la rigidité peut se relâcher. L'ego ne disparaît pas. Il s'assouplit. La relation au monde devient moins défensive, moins tendue, plus fluide. Mais tant que l'ego est confondu avec l'identité entière, la tension persiste. Et le manque trouve en lui un allié puissant. La tension intérieure. Vivre entre protection et élan. À ce stade, tout converge. Le manque cherche à combler. La comparaison mesure. L'ego protège. Au cœur des mouvements, une tension apparaît. Deux forces se rencontrent. Se protéger, s'ouvrir. Se préserver ou se risquer. Silencieuse, elle traverse de nombreuses décisions. Se défendre ou s'ouvrir.
Se défendre est naturel lorsque l'image est menacée. Le corps se contracte, le mental argumente, l'ego réagit. Se défendre protège une cohérence, mais à force de se défendre, on finit par se refermer. S'ouvrir est plus risqué. Cela implique d'accepter, de ne pas être validé, de ne pas être compris, de ne pas être reconnu immédiatement. La tension apparaît ici, entre la sécurité et la vérité intérieure. Vouloir prouver ou vouloir être. Lorsque le manque identitaire s'active, le mouvement devient clair. Il faut prouver. Prouver sa valeur, sa compétence, sa légitimité. La vie devient démonstration. Chaque action cherche validation. Mais derrière ce besoin, il y a souvent un désir plus simple. Être. Être sans justification permanente, sans performance continue, sans comparaison constante. La tension naît de cet écart entre l'image à maintenir et l'être à ressentir. Le conflit entre l'image et l'authenticité. L'image est utile, elle permet d'interagir. Mais parfois, on s'éloigne de l'expérience intérieure. On peut jouer un rôle efficace et se sentir décalé. Être reconnu et pourtant se sentir fragile. Lorsque l'image ne correspond plus au vécu, le conflit s'intensifie. Préserver ce que les autres voient ou reconnaître ce que l'on ressent. Maintenir une cohérence extérieure au détriment d'une vérité intérieure devient épuisant. L'épuisement du contrôle permanent. Pour préserver l'image, le contrôle s'installe. Contrôler les paroles, les réactions, la perception des autres. Cette vigilance fatigue. Elle installe une tension durable. On ne se détend plus complètement. L'identité semble toujours exposée. À force de contrôler, on perd peu à peu le contact avec ce que l'on ressent. La protection devient réflexe. L'élan passe au second plan. Et alors une question apparaît. Et si cette lutte est permanente? Sommes-nous uniquement cette structure? Ou existe-t-il en nous quelque chose qui ne se réduit ni au manque, ni à l'image, ni à la comparaison? La question s'ouvre, et avec elle, une possibilité. Une tension apparaît. Sommes-nous seulement cette identité? Nous avons vu la mécanique, le manque, la comparaison, l'ego, la tension. Tout cela semble structurer l'identité. Mais une question émerge. Si je peux voir le manque, suis-je uniquement ce manque? Si je peux observer l'ego se défendre, suis-je uniquement cette défense? Cette question n'est pas théorique. Elle naît d'une expérience simple. Il existe des moments où quelque chose en nous observe, silencieusement.
observer le manque sans s'y identifier. Le manque peut être intense, serrer la poitrine, envahir la pensée, orienter le comportement. Et pourtant, parfois, il devient possible de le regarder. Non pour le supprimer, non pour le nier, mais simplement pour le reconnaître. Voici une sensation de ne pas être assez. Voici une comparaison qui me traverse. Voici une frustration qui apparaît. Dans cet instant, une légère distance se crée. Le manque est présent, mais il n'est plus toute l'identité. Ce qui semblait être une vérité absolue devient une expérience passagère. Voir l'ego comme fonction et non comme essence. L'ego agit, protège, réagit, construit une image. Mais si ce mouvement peut être perçu, alors il devient visible. Et ce qui est visible n'est pas nécessairement l'essence. L'ego apparaît alors comme une fonction, un mécanisme d'adaptation, un outil, utile, nécessaire, mais limité. Lorsqu'il est vu ainsi, sa rigidité commence à diminuer. Il continue d'exister, mais il n'est plus confondu avec l'être entier. Suggérer l'existence d'un point plus stable. Si le manque peut être observé, si l'ego peut être perçu, si la comparaison peut être reconnue, alors quelque chose en nous n'est peut-être pas entièrement pris dans ce mouvement. Ce point ne cherche pas à prouver, ni à se défendre, ni à comparer. Il voit, il contracte, il demeure. Nous n'avons pas encore exploré cet espace, mais son existence peut être pressentie, et cette intuition change déjà la perspective. La mécanique n'est peut-être pas une prison, elle devient un terrain d'observation. L'identité n'est peut-être pas une structure fixe, elle devient un mouvement perçu. À cet endroit, une autre manière d'être devient possible, sans forcer, sans fuir, simplement en voyant. Certaines approches utilisent ce point d'observation comme point de départ d'une exploration intérieure.